Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Marie-Lou Faure, illustratrice. On parle entre autres de sa volonté de faire vivre ses illustrations sous différentes formes, son cheminement pour y arriver et les messages qu'elle véhicule par ce biais. Je suis accompagné de Emeline qui sera co-host sur cet épisode. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Bonjour à tous, trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Emeline qui fait également partie de l'association des Apéromotion. Hello Emeline, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, moi c'est Emeline Clément et je suis directrice artistique et motion designer en freelance depuis une dizaine d'années. Et je fais aussi partie de la team des Apéromotion, voilà, depuis le départ. Oui, t'as créé l'association avec Victor aussi qui m'accompagne de temps en temps sur les épisodes. C'était vraiment vous qui étiez à l'initiative finalement de tout ça, quoi. Oui, enfin on n'était pas que tous les deux, on était 5 si je me trompe pas au départ. Ouais, on était là au départ, ouais. Trop bien. On est aujourd'hui avec Marie-Lou Faure. Hello Marie-Lou, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est trop cool de ta part. Ça fait trop plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer succinctement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis illustratrice et artiste freelance. Je me suis mise à mon compte il y a une douzaine d'années à Londres. Et je suis donc du coup freelance depuis le 2015. Je bosse sur plein de types de projets différents, de l'éditorial au packaging design. Je bosse sur des campagnes, sur des produits pour des projets personnels et voilà et tout un autre, enfin plein d'autres projets aussi super cool. Et donc je suis basée à Londres depuis 14 ans maintenant. Ok, trop bien. Ouais. C'est dans la boîte parce que on a eu des petits soucis d'enregistrement et ça y est, on a la première question officiellement qui est bonne, qui est enregistrée. Magnifique. On s'est, avec Emeline, on s'est beaucoup basé sur un podcast que tu avais déjà enregistré avec On Design où ouais. tu abordais certains sujets et il y avait des sujets abordés que je trouvais qu'on aurait pu approfondir ensemble, entre autres. Ouais. Et dans ce podcast, tu dis que tes parents t'ont beaucoup poussé à faire les études que tu avais entreprises, je sais pas. Oui. Et que c'était pas conventionnel ou c'était pas dans les habitudes. Ouais, non, c'était un peu. J'étais un peu à contre-courant avec tous les autres, toutes les autres personnes, toutes mes potes qui étaient autour de moi, qui peut-être envisageaient ou auraient peut-être aimé faire quelque chose de plus artistique, moi, et dont les parents, avaient un peu peur qu'elles se lancent dans ça. Moi, au contraire, mes parents, mon père, il est pas artiste de métier et ma mère non plus, mais ils ont tous les deux un amour pour l'art. Mon père plus l'architecture, la photographie et ma mère tout ce qui est art and craft. Elle adore créer, elle peut prendre un peu n'importe quoi et créer quelque chose avec. Et donc j'ai grandi dans ça avec cet amour de l'art, d'aller dans des musées, etc., d'apprécier tout ça. Et quand j'ai commencé à montrer un intérêt, mes parents m'ont vraiment soutenue, même au point où quand je commençais à me dire que j'allais peut-être faire quelque chose de plus traditionnel, ils m'ont vraiment convaincue de me lancer dans ma passion, ce dont je suis vraiment reconnaissante parce que j'aurais pu très bien ne pas le faire si j'avais pas été soutenue. Et je regrette vraiment absolument pas parce que ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de m'épanouir dans ça et j'adore ce que je fais. Donc ouais, non, j'ai pas eu un parcours disons traditionnel là-dessus parce que c'est vrai que mes parents avaient vraiment confiance au fait que je me lance dans ça, même si c'est un métier qui peut faire un peu peur, surtout la génération de nos parents. Ouais, carrément. Pardon. Je t'en prie. C'est un truc que t'as toujours eu en toi, ça, justement, d'aimer dessiner
Ouais, j'ai toujours vraiment, depuis que j'étais vraiment toute petite, en fait, c'est vraiment ma façon de m'exprimer. J'étais un petit peu introvertie quand j'étais, ben, un peu bizarre. J'étais extrovertie, introvertie. C'était un mix un peu étrange, qui n'avait pas de sens, mais en tout cas, ma façon de m'exprimer et d'exprimer mes émotions, c'était vraiment à travers mes dessins. Euh, et donc ouais, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire, depuis que enfin, dans Ok. tous mes souvenirs, quoi. Ouais. Tu penses que les mentalités des parents ont un peu évolué sur tout ce qui est études artistiques, un peu comme quoi ce serait un métier sans avenir ou quoi? Tu penses Ouais, que ça je a pense que évolué? franchement, je pense que ça a évolué. Je pense que notre génération, il y a beaucoup moins cette peur de se lancer, parce qu'il y a tellement plus cet aspect de self-made, de se lancer, de lancer sa propre boîte, de lancer son propre produit, de se mettre en freelance, de travailler à son compte. Tout ça, ça a été, enfin voilà, tous les clichés qu'on avait dessus, ils ont un peu disparu, parce qu'on a réalisé qu'en fait, bah, ça pouvait très bien se passer, et qu'il y avait plein de taf en fait dans les métiers créatifs, et que en fait maintenant, se lancer en tant qu'illustrateur, en tant que designer, ou en tant que quoi que ce soit dans le milieu plus créatif, ça veut pas dire galérer et ne pas bien réussir sa vie, entre guillemets. Donc ouais, je pense que ça a changé, parce que je pense que les mentalités ont changé, dans comment les gens travaillent en fait, et dans Mm. quoi ils Mhm. travaillent. Ouais. Donc Ouais, c'est on cool. comprend peut-être un peu mieux où ça peut se retrouver, enfin les applications concrètes de ces métiers Voilà. visuels, peut-être aussi. Ouais, on a plus des exemples en tête de ah mais oui, mais en fait je vois des illustrations et du design partout. Et c'est vrai. Mm. Et c'était le cas aussi, quand moi j'étais jeune, mais je pense que peut-être on avait moins accès à ça. Je pense que les réseaux sociaux, tout ça, ça nous fait vraiment voir tous les projets, tout ce qui se passe un peu autour de nous. Donc ouais, je pense que ça a changé, et je suis contente, parce que pour moi c'est un métier qui est trop chouette. Donc si ça veut dire que plus de personnes le font, c'est une bonne chose. Ouais, carrément. Clairement, clairement, clairement. Est-ce que tu fais uniquement du dessin digital ou ça t'arrive de faire du crayon papier, Bah, bic papier, je sais pas. j'ai longtemps fait que du digital, alors qu'avant, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était plus crayon papier, et j'adorais. Et même que dans mon école, c'était très basé sur tout ce qui est peinture et tout. Et là, je commence un peu à y retourner. J'ai bossé sur une série d'œuvres pour une expo cette année. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'œuvres originales en utilisant des Posca, en utilisant ah, on peut pas voir, enfin, c'est pas grave, mais en gros, vous pouvez entendre le, le bruit du Posca. Donc c'est de l'acrylique sur papier. Et j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est une approche complètement différente. Je travaille très très vite en digital. Vraiment, j'ai pris le coup de main, et je sais comment faire une illustration de la façon la plus efficace possible, la façon la plus rapide possible. Alors que quand tu retournes au papier et à la peinture, tu te souviens de ce que c'est que de prendre le temps Mm. et Mm. de faire ça vraiment minutieusement. Moi, j'ai fait des œuvres qui n'étaient pas très grandes. Les plus grandes, elles étaient au format à, à deux. Mais en fait, avec un Quand tout même, petit ouais. stylo à deux, ça prend du temps quand même. Donc, Bah ouais. ouais, c'est plus un peu méditatif. J'aime bien cette approche de prendre plus le temps. Ça fait du Ok. bien. Mm. Ouais. Ouais, A2, c'est quand même 4 feuilles à 4, non, il me semble. Oui, oui, oui. Non, non, C'est pas c'était mal, quand ouais. même. Bah, oui, oui, ça m'a pris du temps. Ouais. D'ailleurs, ouais, pour l'aspect peut-être un peu technique, est-ce que tu fais plus de la vecto ou ça va être du pixel? Du pixel. Moi, en fait, je fais pas du tout de vecto, à part vraiment quand il y a besoin d'un format plus grand. Parce qu'en fait, moi, je fais mes illustrations en format très grand, en pixel. Comme ça, j'ai la possibilité d'agrandir ou pas le dessin. Mais Mhm. parfois, il y a des projets qui se transforment, qui évoluent, et tout d'un coup, en fait, vraiment, il y a besoin que ce soit 10 à 15 fois plus grand. Et là, je vectorise. Mais sinon, non, je suis pas très à l'aise en fait avec tout ce qui est vectoriel. C'est pour moi, c'est peut-être parce que j'ai juste pas bien appris les outils, mais sur Illustrator. Mais en fait, je trouve que c'est moins organique Mm. qu'avec un pinceau, ce qui paraît normal. Donc non, ouais, je suis restée en pixel. Ouais, c'est peut-être un peu trop parfait. T'as pas le Ouais, petit tremblement ouais, c'est d'un ça. moment. Ouais.
J'aime bien quand même des petits aspects, même si mon travail il est assez lisse, mais j'aime bien quand même des petits côtés, un petit côté tremblant, un petit côté imparfait. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai qu'il est très... ton travail, il est très dans la courbe, dans l'arrondi, on pourra en parler tout à l'heure, mais du coup, moi, c'est vrai que j'imaginais de mon côté que c'était plus du vecto. Mais c'est Ouais. trop cool. La plupart des personnes pensent que c'est du vecto, et je le prends bien, ça veut dire que je suis nette, précise dans mes traits, donc tout va bien. Et tu utilises quel outil du coup, plus Photoshop, Procreate? Alors, j'utilise encore Photoshop pour ce qui est un peu la post-production. Mais par contre, sinon, je fais mes illustrations sur l'iPad avec Procreate. Ouais. Ok. Parce que pour moi, pour mon style, c'est vraiment une appli qui est très, très facile. Mm-hmm. Toi, il me semble que tu utilises aussi l'iPad, Emeline, pas oui, mal, non? Ouais, j'essaye. J'ai eu une période où je dessinais beaucoup, là c'est un petit peu moins le cas, mais ouais, l'iPad ça a vraiment changé ma vie aussi, parce que dessiner couché dans son canapé, c'est... Ah, c'est clair. C'est mais trop c'est bien. vrai, parce qu'avant c'était vraiment tout un setup. Je me rappelle avec ma tablette Wacom, c'était plein de câbles. Il n'y avait pas cette option de se dire, bah tiens, je vais juste aller au café. Ou même nous, on a pas mal voyagé il y a quelques années avec Chris. Et en fait, l'iPad, je pouvais bosser de partout, quoi. C'était trop bien. Bah ouais. Et encore maintenant. Dans le podcast que tu avais déjà enregistré, tu disais que tu aimais pas l'infographie ou le graphisme dans sa pratique, il me semble. Et pourtant, tu fais pas mal de multi-supports. On a vu sur ton site des packaging, des bougies, des bouteilles, des sacs et tout. Non, en fait, ce que je voulais dire par ça, c'est que en fait, il y a quand même une grosse différence entre le graphisme et l'illustration. Et moi, je suis plus, je me suis lancée dans l'illustration et j'avais pas trop envie de faire de graphisme parce que déjà, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment les capacités de comment dire, l'œil. C'est différent, l'œil du graphiste et l'œil de l'illustrateur, je trouve. Et donc, voilà, pour moi, je me sentais plus libre dans l'illustration que dans le graphisme et plus capable. Mais par contre, c'est vrai que j'adore l'intégration du graphisme dans mon travail. Et quand je bosse avec des clients ou même moi-même, quand je dois travailler sur un peu bon, après, par exemple, le packaging design de mes boîtes, de mes figurines et des boîtes des figurines et tout ça, c'est quelque chose que je fais avec Chris parce que moi, je suis pas, je me sens pas à l'aise de faire ce genre de design. Mais par contre, j'adore le mix des deux. Et je trouve que ça peut vraiment bien compléter et amener quelque chose à mon travail. Donc ça, c'est cool. Et j'ai une question un peu technique, parce que justement, j'ai eu le cas il y a pas si longtemps que ça, où en fait, on m'a demandé si je pouvais faire des illustrations, mais qui ensuite seraient vouées à être sur des campagnes print. Et du coup, moi je disais ok, je peux faire les illustrations, mais je sais pas du tout, moi, les normes print, mise aux normes des fichiers, tout ça, à part le CMJN, j'y connais rien parce que, enfin, je fais de la vidéo, quoi, donc c'est du RGB, et voilà. Donc, et toi, comment ça se passe, du coup? Est-ce que c'est toi qui fais ce genre de... Alors, ça dépend. En général, enfin, normalement, c'est pas moi, parce que je bosse avec des agences qui ont une équipe de graphisme, de créa. Donc, en général, la plupart du temps, c'est pas moi, sauf que depuis quelques années, quand même, j'essaie d'être un peu plus impliquée dans la post-production parce que il y a eu beaucoup de mauvaises surprises en fin de projet où, en fait, un moment, j'en ai parlé avec un client parce que j'avais un client récurrent qui me demandait de faire les illustrations exactement au bon ratio. Je savais dans quoi les illustrations allaient vivre et dans quelle dimension, etc. Donc, je faisais vraiment attention à tout faire de manière à ce que ce soit le plus lisible possible. Et en fait, le résultat final, il respectait pas exactement le fichier que j'avais donné. Et à un moment, je leur ai écrit en disant, mais c'est trop dommage, on a passé tellement de temps à faire ces illustrations et le rendu ne marche pas parce que le texte est au mauvais endroit, donc en fait, on voit plus le personnage et tout. Donc, est-ce que je peux faire partie du processus de post-production pour être sûr que tout se passe bien? Parce que voilà, ça peut du coup mal terminer entre guillemets parce que c'est pas bien transcrit. Donc, j'essaie d'être plus impliquée.
Après, parfois, on m'envoie des fichiers, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je vais m'en sortir? Donc voilà. Donc parfois, c'est un peu un petit challenge, mais bon, j'aime bien faire partie de ce processus aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut choisir sur l'iPad, genre les DPI? On peut mettre en 300 DPI Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Quand tu crées Ok. ton fichier au départ, ouais, tu peux choisir Ok. ouais, tout. Cool. On le disait tout à l'heure, t'as un style qui est très dans la courbe, sur le corps aussi, la représentation du corps, notamment féminin. Ouais. D'où ça te vient cet intérêt pour le corps de la femme, le corps humain Bah, je l'ai toujours eu parce que, franchement, même quand j'étais toute petite, les dessins que je faisais, c'était souvent des dessins que je recopiais de pubs. Et c'était des corps, des pubs de parfum, tout ça, où il y avait des corps vraiment qui avaient un message clairement derrière. Et ça m'intéressait vachement. Et en fait, j'ai toujours voulu, en fait, je me suis toujours sentie inspirée par ça. Quand j'avais des cours de croquis de nu à Penningen, c'était mes cours préférés. C'était cours de samedi matin à 8h du matin. Donc franchement, c'est la seule raison pour laquelle je me serais réveillée un samedi en étant étudiante. Mais et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient parce que c'était le cours préféré de beaucoup de personnes, je pense. Et donc j'ai toujours aimé ça. Et quand j'ai commencé à bosser sur le développement de mon style, très naturellement, en fait, elles ont pris une place centrale, ces femmes que je représente, parce que je pense qu'en fait, j'avais beaucoup de choses à dire sur la relation que j'ai avec mon corps, la relation que le monde a avec le corps des autres, le corps féminin notamment, mais aussi le corps masculin. Et voilà, j'avais envie de représenter mes femmes vraiment libres, sensuelles, indépendantes. Et en fait, plus je l'ai fait, plus j'avais envie de continuer à le faire et de leur donner une place dans mon travail pour qu'elles soient, pour que mes femmes, en tout cas, moi, ma représentation des femmes, elles soient telles que je souhaite les voir partout. Okay. Donc voilà, et en fait, faire ces corps-là aussi, ça m'a amené, et ça c'était vraiment une très très bonne surprise, enfin pas surprise, mais un très bon résultat. Ça m'a amené des projets qui justement aussi voulaient parler de ce genre de choses, voulaient mettre la femme au centre de leur message, de leur campagne, etc. Donc ça m'a permis de bosser sur des projets super intéressants avec des charités, avec des marques aussi qui souhaitaient juste mettre la femme en avant, et donc du coup c'est comme ça que ça a continué, quoi. Trop bien. Est-ce que t'as pas peur au bout d'un moment justement d'être enfermé dans ce truc-là et que justement on te catalogue comme la personne qui dessine que des meufs, voilà. Et... Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je me bats, franchement. Je pense depuis le début, c'est tout le côté un peu étiquetage. Et en fait, il y a un peu cette envie. Les gens vont voir ton travail et se dire que c'est la seule chose que tu fais, alors qu'en fait, moi, il y a des moments où j'ai envie de faire d'autres choses. Il y a des moments où je fais d'ailleurs d'autres choses, mais donc c'est comment trouver l'équilibre entre moi, ces femmes, je veux pas qu'elles partent, elles sont à moi, je les aime, et j'ai passé beaucoup de temps à les faire, et maintenant j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui est vraiment propre à mon style et à moi, en fait. Mais par contre, et j'en parlais avec mon agent anglais, j'ai fait un podcast avec eux il y a quelques semaines, et je parlais du fait qu'en fait toutes les qualités de mes femmes, cette rondeur, ce côté très volumineux, un peu bonbon, un peu comment dire, shiny, bubbly, tout ça. J'aimerais le retranscrire sur quelque chose d'autre, donc de la typographie, des objets, des animaux, parce qu'en fait, voilà, pour prendre ces qualités-là et un petit peu décliner pour amener d'autres choses aussi dans mon travail, tout en gardant l'essence de ce que j'aime faire. Mais ça, c'est un peu un challenge parce que c'est marrant, mais les gens parfois n'ont pas vraiment envie que tu explores d'autres choses, parce que du coup, ils ont l'impression que tu es en train de changer ton style et qu'en fait, tu vas arrêter. Mais en fait, pas du tout. Je suis juste en train d'apporter quelque chose à mon style et de rendre... j'ai une de mes potes qui est artiste et elle me dit, mais donne-lui un sidekick, donne-leur des sidekicks à tes femmes. Tu peux amener d'autres personnages qui peuvent les compléter. Mais c'est pas facile parce que il faut trouver l'équilibre entre garder l'essence de son style et explorer et ne pas se limiter dans ce que tu fais.
Ouais. Mais tu l'as un petit peu fait, là, si je me trompe pas, dans tes derniers posts Instagram. En tout cas, Ouais. il y a un peu plus de... Alors, je crois me souvenir d'un lapin, là, comme ça. Ouais, le lapin, là, j'ai une petite obsession Ouais. sur ce lapin. Je sais pas, c'est ça, je vais me calmer, mais... Mais ouais, C'est on voit qu'il y a quelque vague. chose qui se passe, ouais. Ouais. Bah, j'ai envie, en fait, j'ai réalisé en fait, je pense que j'ai fait beaucoup de travail pour cette expo là cette année, et j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie sur ces femmes. Et quand j'ai fini ce projet, j'ai senti que j'avais besoin de faire quelque chose d'autre, que j'avais envie d'explorer d'autres choses aussi en même temps. Et donc, et en fait, c'est tout bête, mais je me suis juste autorisée à, à essayer d'autres choses, et à essayer de trouver d'autres éléments à rajouter dans mon style. Et franchement, je m'éclate. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, il faut trouver, il faut le faire, et trouver un bon moyen pour ne pas trop s'éloigner de ce qu'on fait, mais en même temps, essayer de grandir un peu. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dont la quête ultime, le Graal, c'est d'avoir un style, justement. Mhm. Mais ce que tu nous dis finalement, c'est que le style, il est toujours mouvant. Il est jamais figé, quoi. Il évolue Il évolue. non-stop, et il Ouais. n'est pas figé, simplement. C'est ça, Et pas de exactement. En synonyme. fait, non, mais c'est ça. Je pense que tant que ta base est forte, et que tu as vraiment trouvé un style qui te correspond, après, tu peux... moi, il y a des moments où je fais des trucs très, très détaillés. Il y a des moments où je fais des trucs très graphiques, presque abstraits. Des moments où j'ai vraiment envie de mettre des messages très, très clairs. Parfois, c'est plus pour l'interprétation de l'audience. Enfin, tu peux jouer avec ton style. Et je pense que c'est dommage de rester figé sur vraiment exactement la même chose. Moi, en tout cas, moi, ça me frustre. Donc, je ressens le besoin d'ajouter ou d'enlever des éléments selon comment je me sens, en fait, en plus. Ouais. Et puis, alors là, les lapins, c'est parce que je suis aussi... j'ai 40 000 livres d'enfants, et donc, en fait, forcément, ça commence à faire son petit travail. Je me dis, mais parce qu'il y a des livres, les livres pour enfants sont trop cool, la plupart. Il y en a qui sont vraiment horribles, mais mais la plupart sont quand même super chouettes, très très bien illustrés et tout. Et donc, du coup, forcément, ça amène aussi un petit peu de... Tu te dis, ah, mais c'est pas mal aussi, ce petit monde bisounours trop mignon, avec plein de petits lapins qui sautent. Et donc, du coup, forcément, ça a son petit impact sur toi, ce que tu as envie de faire. Ouais. J'ai montré un peu ton travail à ma compagne, qui a su mettre le mot que je cherchais un peu sur comment tu exprimes le corps via tes dessins. Elle a dit c'est un style très burlesque, un peu pin-up. Est-ce que toi, ça t'a influencé Ah oui. d'une certaine manière, ouais. Ah, complètement. Je trouve le monde burlesque et le monde un peu du show, de showgirls, tout ça, des pin-ups, je trouve ça vraiment inspirant, parce que, moi, je les ai toujours vus comme des personnes qui ont atteint un niveau de liberté corporelle et d'être bien dans leur peau ultime. Après, c'est pas forcément... tout n'est pas à prendre, parce que voilà, tu vois, par exemple, les pin-ups, c'est aussi énormément l'objectification du corps féminin. Donc mais en fait, moi, je me suis pas concentrée là-dessus. J'ai juste vu des personnes qui faisaient des poses où elles avaient l'air de s'éclater, où elles se sentent bien de leur peau. Et en fait, j'avais envie de remettre ça dans mon travail, et d'être sûre que c'est bien les femmes qui ont cette envie et ce pouvoir de se mettre en valeur pour elles, en fait. Et donc, ouais, donc ça, ce côté-là, je le trouve génial. J'ai déjà eu la chance d'assister à des spectacles un peu dans cet univers-là, et c'est vrai que les artistes, elles ont un charisme de fou, quoi. De fou, mais c'est ça, c'est charisme. La scène, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment inspirant. Pour moi, c'est un super pouvoir d'être aussi bien, d'être aussi à l'aise, d'être aussi confiante. C'est quelque chose auquel j'aspire, pour moi, quoi, et pour les personnes autour de moi. Tu disais que tu avais des livres d'enfants.
Ouais. Tu as un enfant, du coup? Oui, sinon ce serait bizarre. Ce serait bizarre. Pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, On ne juge pas. Hein. Il n'y a aucun jugement. Oui. Du coup, il y a toute une période de transformation du corps, forcément, quand tu attends un enfant. Comment tu as vécu un peu cette transition-là? Intensément, ça va être le mot, je pense. Ouais, c'est vraiment une expérience folle et dont j'ai aussi voulu parler parce que moi, j'ai eu vraiment une année intense et assez difficile en fait après l'arrivée de mon enfant parce que justement en fait j'avais du mal à faire cette transition d'avoir un corps qui tout d'un coup était un vaisseau pour créer en fait ce petit être qui avait une fonction tellement évidente et forte et incroyable. J'avais l'impression d'être une espèce de déesse de la vie. Enfin bref, donc j'étais dans une espèce de trip où je me disais mais en fait génial, trop bien, mon corps est incroyable, ce qui est vrai. Et ensuite, l'arrivée de l'enfant et tout d'un coup, en fait, tu es à nouveau détaché de ton corps devient à nouveau quelque chose qui n'est que pour toi, ce qui est quelque chose de positif parce que ça me manquait aussi que mon corps ne m'appartienne plus totalement exactement. Et donc cette transition, j'ai mis du temps à me ressentir bien dans mon corps, à recomprendre en fait l'utilité de mon corps. Qui serait que pour moi retrouver un sens d'indépendance, même de sensualité, de me sentir bien. Et donc ouais, c'était une transition qui était très forte, mais qui m'a apporté beaucoup de réponses aussi sur comment je me sens et qui je suis, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler. C'est pour ça que j'ai fait une série d'illustrations là-dessus parce que je pense que même si c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant, avec beaucoup plus de transparence, la parentalité, la grossesse, devenir maman, tout ça, j'avais envie d'en parler plus publiquement et sans filtre du tout. Donc, ouais, mais c'était une période vraiment avec beaucoup d'introspection. Et justement, quand on préparait l'émission, tu nous disais que tu avais exprimé toutes ces émotions-là dans une série d'illustrations qui ont ensuite été exposées, en fait. C'était pour une exposition. Ouais, c'est ça. Exactement. C'était pour une exposition avec une galerie en Chine. En fait, quand j'étais enceinte, ou même je pense peut-être un tout petit peu avant de tomber enceinte, j'avais contacté cette galerie que je suivais, que j'aimais beaucoup, qui était à Beijing, et qui avait exposé une amie à moi qui avait fait un travail super. C'était vraiment mon rêve de faire ça. Et je les avais contactés avec plus ou moins une réponse. Je m'étais dit, bon, c'est mort, ça va pas se faire. Et au final, ils m'ont répondu et ils m'ont confirmé de cette exposition qui était vraiment un projet rêvé depuis des années. Et ils m'ont confirmé cette expo quand Malo, donc mon petit garçon, avait 3 mois. En me disant, voilà, c'était en novembre 2023. Ils m'ont dit, en juin 2024, tu exposes. Ah oui. On a besoin d'une centaine de travaux, il fallait que je fasse tout, la scénographie, les fichiers pour les sculptures, les fresques, etc. Et puis, justement, ces travaux originaux, qui étaient quand même quelque chose aussi qui était relativement nouveau pour moi de faire autant de travail à la peinture. Et donc, j'étais là, je reçois cet email avec mon bébé de 3 mois dans mes bras et j'étais là genre, mais c'est génial, mais mon Dieu, mais quel timing terrible. Et donc en fait, c'est pour ça, en fait, j'ai pas vraiment hésité. Je me suis dit bon, là, j'ai plein de boulot à faire et j'ai plein de choses à dire sur ce que je viens de traverser. Et donc en fait, j'ai vraiment puisé de mon expérience personnelle. Et j'ai vraiment parlé de ça, en fait, j'ai divisé l'expo en 3 parties et c'était vraiment un peu les 3 points principaux de ce que je ressentais, cette espèce de dualité entre ce que j'étais censée faire et ce que je voulais faire et un peu le côté comment retrouver mon corps, redevenir un peu femme après avoir été après tout d'un coup avoir pris ce rôle de maman qui peut facilement prendre le dessus surtout. Et ensuite voilà et parler de retrouver un peu son indépendance et de parler de cette relation qui commençait avec
mon enfant, qui était incroyable, mais aussi avec énormément d'émotions et d'amour qui pouvaient être aussi assez overwhelming. Et voilà. Et après, tout ça, ça a été exposé. C'est exposé encore. Ça a commencé à Beijing et ensuite l'expo a bougé à Chengdu et une autre ville en Chine, mais je ne sais pas comment la dire, donc je vais pas essayer. Mais c'est cool, c'est génial parce qu'en fait, tout ce travail, il vit et il est vu et il est apprécié. Donc c'est chouette, quoi. Est-ce que tu as eu une pression à ce moment-là ou au niveau, je veux dire, inspiration et niveau juste création, ou c'est allé vraiment tout seul à partir de ce moment-là où tu t'es dit, je sais que j'ai une deadline et ça coule. Ouais. J'ai eu un moment de panique, hein, clairement, parce que quand j'ai reçu l'email, j'ai compris que j'avais 6 mois pour tout faire. Les expos que j'avais fait dans le passé, j'avais plus de temps, ou en tout cas, l'échelle était beaucoup plus petite. Okay. Mais en fait, dès que j'ai trouvé le thème, je me suis sentie et qu'elles ont confirmé, parce qu'en plus c'est quand même un autre pays avec d'autres règles sur ce que tu peux montrer, sur ce que tu as le droit d'exposer. Et j'étais ravie qu'elles soient ok que je fasse ce projet-là. Donc ouais. Donc quand le thème a été confirmé, je me suis sentie très très sereine. Ok. Est-ce que tu as dû te rendre sur place, genre à l'ouverture ou à un moment donné? Alors, j'ai pas pu y aller pour l'ouverture, mais par contre, j'y suis allée 1 mois après pour rencontrer l'équipe et puis voir la galerie, voir l'expo. C'était génial. C'était trop cool de pouvoir y aller et de voir le résultat final après tant de temps passé à tout organiser, parce que en fait, ça m'a fait réaliser à quel point c'est énormément de travail de faire une expo comme ça. Et puis avec le décalage horaire, je devais donner le oui sur tous les aspects, ce qui était très bien parce que du coup je gardais le contrôle, mais du coup je recevais des messages à 4h du matin avec des références de Pantone me disant c'est bon, c'est ce rose là, et moi je suis là genre oui je crois que c'est ce rose là. Donc ouais, c'était beaucoup, mais c'était trop cool. Ok. T'as carte blanche à l'élaboration d'une expo? Comment ça se passe? Alors là, j'avais plus ou moins carte blanche. J'avais carte blanche dans le thème, etc. Sauf que vers la fin, je pense qu'il y a eu un petit coup de stress avec la galerie, parce qu'en fait, la galerie EO3, elle est dans un établissement qui est un établissement du gouvernement. Et donc, le gouvernement doit dire OK à toutes les expos avant l'ouverture, ce qui je ne savais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi, j'ai une centaine de nanas nues. Voilà, il y a quand même, il y avait quelques illustrations qui étaient un peu plus du côté plus sexy, sensuel, etc. Donc, on a eu un petit moment de panique quand même, où on s'est dit bon, on va peut-être quand même limiter la nudité à quelque chose de voilà, politiquement correct. De politiquement correct, voilà, où il y a quand même un peu plus c'est un petit peu moins frontal, c'est un peu moins voilà. Et en fait, ça allait parce que moi, dans les illustrations que j'avais faites, la nudité n'était pas vraiment centrale, elle était là, mais elle n'était pas vraiment le message n'était pas c'était pas autour de ça. Et donc du coup, on a fait quelques réajustements et c'est passé. J'avoue que les sculptures, ma petite diablesse, j'étais pas sûre qu'elle passe du tout. Parce que, voilà, mais au final, c'est passé. Et l'expo voyage, donc c'était trop bien de voir que j'ai eu peur. Quand même, j'ai eu peur que ça soit censuré, mais non, c'est bon. Tu m'étonnes. Et c'était cool de voir que... Ouais, censuré. Okay. Mais c'était cool aussi de voir que les réactions étaient bonnes aussi. Que la galerie m'a recontacté en disant que il y avait plusieurs personnes qui étaient venues les voir en leur disant que le travail était touchant, que ça les avait marqués, quoi. Et donc ça, c'est trop cool de voir ça, quoi. Parce que c'est de ça dont ils ont peur, entre guillemets, c'est que le retour public soit mauvais ou soit mal interprété? Je pense, ouais, je pense. Ou juste que ça passe pas au-delà du public, parce que en fait, que les personnes en charge de dire oui ou non à l'expo n'aiment pas, en fait, ou ne soient pas d'accord avec ça. Mais bon, au final, comme quoi, il n'y a pas eu de souci. Et c'est intéressant, j'ai fait aussi une expo
en Bulgarie juste après, à Sofia. Un peu, du coup, même thème parce que j'avais pas de temps. Enfin, il fallait que je continue un peu sur ça. Tout s'est confirmé assez rapidement. Et là, pour le coup, j'y suis allée pour le vernissage. Et j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant que elles étaient trop contentes que la galerie, c'est une nouvelle galerie qui a ouvert, que la galerie soit là parce que ça montre des travaux qui, il y a peut-être 5-7 ans, ne seraient pas passés, quoi. Clairement, n'auraient pas été... ou en tout cas, les personnes n'auraient pas eu peut-être... pas le courage, mais l'autorisation de le faire. Oui. Et donc c'est super, c'est intéressant. En fait, ça te fait complètement sortir de mon quotidien où je me pose jamais la question. Quand j'ai exposé à Londres, je me suis jamais dit, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse gaffe à ci ou à ça? Pareil à Paris. Et en fait, c'est cool. C'est pour ça aussi que j'aime bien que mon travail voyage, parce que ça fait que tu réalises aussi d'autres choses. Ouais. Donc, c'était pas ta première exposition, pour le coup? Non, j'ai fait 4 expositions solo avant Okay. ça, mais vraiment à plus petite échelle, quoi. Là, c'était beaucoup plus grand. On parlait tout à l'heure de l'évolution des mentalités notamment des parents dans les études de leurs enfants. Est-ce que tu penses que, enfin, t'as constaté aussi une évolution des mentalités sur la vision de ton travail et du corps de la femme en général? Je sais pas. Je pense que oui, de plein de manières. Je pense que le corps féminin, la façon dont je le représente et la façon dont plein d'autres artistes le représentent est beaucoup plus accepté maintenant, ça c'est sûr. Mais je trouve ça toujours un petit peu difficile de savoir parce que moi, mon audience, elle est quand même principalement féminine dans ma tranche d'âge. Et donc, je me demande, en fait, au-delà de ça, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est apprécié ou pas? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même une évolution positive sur la façon dont on voit le corps de la femme, clairement. Mais à quel point ça a changé? En tout cas, moi, j'ai pas ressenti une différence entre quand j'ai commencé il y a 12 ans et maintenant. Je pense que je suis j'ai à peu près les mêmes réactions. Ok. T'as fait des reels Instagram où on voit justement un peu l'expo, comment elle est agencée, ce que tu proposes de montrer, etc. Ouais. Comment on agence une expo comme ça, parce que il y a énormément de choses différentes. Tu disais, il y a des sculptures, on voit des petits tabourets un peu personnalisés, des néons, des trous dans le mur, des choses comme ça. Toi, tu peux t'exprimer comme tu le veux sur cet aspect-là? Ouais. C'est là vraiment ces 2 expositions, j'avais énormément de liberté. Alors après, je travaille avec les gérants des galeries. Là, c'était donc la galerie EO3. Je travaillais avec une fille qui s'appelle Kiki et en Bulgarie avec celui qui a ouvert la galerie qui s'appelle Nikolai. Et on rebondit quand même beaucoup sur les idées. Une fois que le thème est confirmé, que je commence à avoir les plans de la galerie, etc., on commence à un petit peu à agencer ça. Et eux, c'est vraiment leur taf. Enfin, Nicolas un petit peu moins parce que c'est quelque chose de nouveau, mais qui fait très bien. Mais EO3, c'est tout ce qu'ils font. C'est de créer ces expos-là. Et donc... j'ai proposé un thème, donc du coup j'ai proposé qu'on sépare en fait la galerie en trois thèmes pour que ce soit déjà un peu plus facile pour moi de me dire ok, là ça va ça, là ça va là et là ça va là. Ensuite quand on a séparé, on s'est dit ok, il va y avoir une figurine par thème entre guillemets, et ensuite après ça en fait c'est beaucoup de mock-up et de retours entre nous. Par exemple, l'idée des portes, des gates, que j'appelle ça. Moi, j'ai proposé ça, mais sans vraiment savoir ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, Kiki, elle est revenue vers moi en disant, tiens, on pourrait faire quelque chose dans ce style-là, en m'envoyant des références. Et donc, du coup, je me suis dit, cool, on pourrait faire ça en nuage et ensuite en flamme. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est beaucoup de conversations et de propositions, et au fur et à mesure ça prend forme. Mais c'est vrai qu'au départ moi je regardais l'espace et j'étais là genre mais
mais comment comment je vais faire pour remplir tout ça et que ça marche bien, quoi. Donc, Parce que c'est quelle surface à peu près tu l'as en tête alors encore là, ou... non, je l'ai pas en tête, mais Ok. c'était Ça avait l'air grand, ouais, en tout cas. c'était trois grandes pièces plus toutes les vitrines devant. Ok. Donc Oui. ouais, non, c'était ouais. Mais c'est Mhm. super intéressant parce que c'était la première fois que je faisais ça à cette échelle et c'est un tout autre métier en fait. C'est une toute autre façon de réfléchir à son travail en volume, en scénographie, à réfléchir au mouvement des salles, de comment ils vont naturellement aller, l'audience Mm. comment elle va se déplacer. Enfin, c'est super intéressant. J'ai adoré et ça m'a donné envie de faire plus de trucs comme ça, plus dans la scéno et tout ça. Je trouve ça chouette. Et Ok. t'as notamment fait du coup on en parlait un petit peu des figurines, enfin c'est pas des figurines du coup, c'est vraiment des statues Des quoi, sculptures. c'est Ouais. des sculptures Ouais. en très Ouais. grand volume là pour cette expo. Et du coup ça c'était la Ouais. première fois aussi. Ça, c'était la première fois, ouais. Parce que moi, du coup, les figurines, mon travail en 3D, je le fais depuis quelques années avec un designer 3D qui s'appelle Nicolas, avec qui j'ai commencé à bosser en 2018. Et on a commencé par des rendus. Ensuite, moi, j'ai fait des petites figurines. J'ai commencé à produire des petites figurines à vendre sur ma boutique. Ça a bien marché. Et ensuite, j'avais un peu cette envie de voir à quoi ça pouvait ressembler en plus grand. J'avais bossé avec un duo qui s'appelle Secondary Bounce, qui m'avait contacté pendant le Covid, pendant les confinements, et ils avaient créé ce musée virtuel en réalité virtuelle et où en fait tu pouvais te déplacer et chaque artiste avait une pièce et ils m'avaient demandé s'ils pouvaient exposer deux de mes figurines, deux de mes rendus. Et ils avaient fait un rendu juste ouf, où c'était tellement beau, tout d'un coup, elles avaient une présence parce qu'elles étaient en énorme dans dans ce musée, entre guillemets. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce serait trop cool de le faire en vrai. Mais comment est-ce que je fais un truc pareil? Et donc là, j'ai commencé à bosser avec un agent en Chine, à Shanghai, où on a fait une expo et il y avait une grosse sculpture gonflable. Donc là, c'était un premier essai à cette échelle-là. Et ensuite, avec cette galerie, il y avait la possibilité de faire ces sculptures de 3 mètres de haut environ. Ah ouais. Et c'est trop cool, quoi. Trop cool de voir ça. Parce que ça a plus du tout le même impact. Ouais. Comment tu as rencontré le modélisateur 3D avec lequel tu travailles pour ces sculptures? J'ai lancé une petite bouteille à la mer sur Instagram en disant que j'avais trop envie de faire des rendus 3D, mais que je savais pas comment faire de la 3D et que du coup j'avais besoin d'aide et voir si quelqu'un était intéressé à collaborer. Et en fait, c'est la première personne qui m'a répondu. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu après, ça m'avait surprise. Mais Nicolas, c'est le premier qui m'a répondu. Il avait pas grand-chose, il avait vraiment juste peut-être 2 ou 3 rendus à montrer. Il est encore étudiant. Mais il était trop motivé, il était super sympa et j'ai bien aimé le contact. Donc du coup, on s'est lancé et on a fait un premier rendu ensemble et c'était exactement ce que j'avais en tête. Il avait vraiment super bien fait cette transition 2D 3D et donc ça a commencé une longue série de collaborations ensemble. Trop bien, la bouteille à Ouais, la mer, quoi. ouais. C'est ouf. C'est ça. Bah ça c'est le côté positif d'Instagram, je pense, le côté lien, Ouais, connexion. ouais, carrément. Donc ouais. Du coup, toi, tu lui donnes des différents angles, enfin des Mhm. dessins sous différents angles, et après lui, il se démerde entre Ouais. guillemets avec ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, en vrai, je lui fais souvent un croquis avec peut-être le derrière du personnage. Mais en général, moi, ma version, elle est complètement, elle est pas comment dire, si bonne que ça. Et du coup, en fait, il va souvent juste, surtout bosser sur un premier rough, vraiment très rough, des formes. Et là, je lui fais des feedbacks et en fait, on fait ça. C'est vraiment, il va m'envoyer 5, 6, 7 roughs et au fur et à mesure, en fait, on affine ensemble. Et à la fin, on a ce rendu-là. Ok, trop bien. Mm. C'est ouf. Ouais, c'est trop cool. Au niveau des collaborations que tu as pu faire, donc on a ce designer 3D, mais on a aussi Lobster Studio qui s'occupe un Ouais. peu de toute la partie animation.
Ouais. Pareil, cette rencontre, comment elle s'est faite? Alors, elle s'est faite un peu différemment pour le coup. Moi, j'avais déjà bossé avec des studios d'animation dans le passé, mais là, en fait, Nicolas, on avait une amie en commun, Serafima, que j'avais rencontrée en agence, et en fait, elle m'a mis en contact avec lui en disant, écoute, ce studio est génial, ils adorent ton travail, est-ce que je peux te mettre en contact? Donc je lui ai dit bah ouais, bien sûr. En plus, j'ai vu leur travail qui était trop cool. Et donc j'ai rencontré en fait Nicolas à Londres, il était de passage. Et pareil, on s'est super bien entendu, on avait vraiment envie de bosser ensemble, donc on a commencé à faire quelques petites collaborations ensemble. Et en fait, ensuite, il m'a expliqué que lui, il était en train de monter cette galerie à Sofia, qu'il voulait vraiment qu'il y ait des artistes un peu du monde entier qui viennent. Il a vraiment cette envie de faire venir les gens dans son pays, dans sa ville, ce que je trouve génial aussi. Et du coup, d'amener aussi un peu de nouveauté dans la scène artistique à Sofia. Et voilà. Et donc, il m'a proposé qu'on fasse une expo ensemble. Et donc, du coup, on a fait ça. Et pour cette expo, on a fait une première plus longue animation de 30 secondes que j'adore, que vraiment je trouve trop belle. Et donc, voilà, c'était un bon match, en fait. Je réalise que les collaborations, c'est un peu comme c'est comme quand tu dates, quoi. C'est comme avec tes potes. Faut trouver les bonnes personnes. Il y a des personnes avec qui ça marche et des personnes avec qui ça marche pas. Et là, pour le coup, animation et 3D, j'ai trouvé des gens qui me correspondent bien, quoi. Qui comprennent mon travail. Et la vidéo, elle a pas mal tourné, en tout cas, dans le milieu du motion. Je crois qu'on a cool. un peu tous vu passer cette vidéo-là. Ouais, elle était dans pas mal de sélections du mois. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, surtout que moi, j'étais au bout de ma vie, en fait, à ce moment-là, parce que je sortais tout juste de l'expo de Beijing. J'en pouvais plus, j'étais vraiment très, très fatiguée. Et je savais que j'avais cette expo et j'avais envie de donner autant d'énergie que pour celle de Beijing, mais j'avais beaucoup moins de temps. Et quand on s'est dit, OK, on va faire cette animation, j'ai commencé à bosser sur le storyboard et je me suis dit, mais là, je suis en train de faire un truc vraiment compliqué, je suis en train de leur mettre la pression, on n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, pareil, en fait, beaucoup d'allers-retours sur, ils me montrent des premières animations et tout. Et en fait, non, ils ont juste trop bien compris, ils ont trop géré avec le temps qu'ils avaient pour faire ça et on était tous vraiment contents du résultat final. Donc, j'imagine c'est de l'animation traditionnelle. Enfin, en tout cas, ça a l'air. Principalement, ouais. Okay. Je crois qu'il y avait quelques passages qui étaient pas du frame by frame, mais sinon c'était surtout du. Et c'est pour ça, moi c'est l'animation que je préfère le plus, c'est traditionnel. Et je trouve que c'est pour ça qu'elle marche bien. Ouais, carrément. Merde, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Désolée. Oui, c'est la vidéo avec la fleur qui éclot un peu comme ça, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, ouais. Qui était aussi du coup sur le même thème, un peu la renaissance de son corps après la grossesse. Ouais. Clairement. Du coup, ouais, toi, tu disais, tu faisais tout le storyboard. Est-ce que tu leur poses aussi, comme pour le modélisateur 3D, des images clés un peu dans l'animation? Ouais. En fait, moi, j'ai vachement bossé avec des animateurs parce que quand j'ai bossé en agence, 2 ans dans ma vie, c'était suffisant, mais je l'ai fait quand même. Je bossais avec une équipe d'animateurs. Et donc, en fait, moi, j'étais en charge vraiment des storyboards, de créer les personnages, de créer les keyframes. Okay. Et donc, j'avais vraiment l'habitude de faire ça. Et d'ailleurs, j'adore bosser sur des storyboards. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai fait une version rough du storyboard. Ils étaient contents. Ils pensaient que c'était faisable. Ensuite, j'ai fait des versions plus clean. Et ensuite, j'ai fait le plus de positions clés possible dans le temps que j'avais pour les guider. Okay. Mais après, franchement, ils ont complètement compris à quoi ressemblent mes femmes. Donc, en fait, il y avait vraiment pas beaucoup de feedback à faire là-dessus. Oui, et j'ai l'impression que c'est une collaboration qui s'entretient aussi dans le temps. Ouais. Donc, ils ont de plus en plus l'habitude aussi de travailler avec toi. C'est ça, exactement. Je trouve qu'entre le début et maintenant, il y a une facilité vraiment de bosser ensemble qui s'améliore, quoi, parce qu'ils ont l'habitude maintenant.
Et du coup, tu dois préparer tes fichiers d'une certaine manière, j'imagine, pour l'animation. Est-ce que ça change quelque chose vraiment pour toi dans ton process? Ou est-ce que pas tant que ça? Alors, pas tant que ça, parce que moi, de toute manière, je sépare. Je suis un peu je suis très cartésienne là-dessus, mais mes fichiers PSD sont très, très clean avec toutes les parties qui sont vraiment séparées. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose d'autre, de différent, parce que ils n'avaient pas de demande particulière sur les fichiers. Donc, Ok. ouais. Ok. Et peut-être question conne, est-ce que toi, tu réfléchis tout de suite le cadrage en 16/9 ou tu te prévois un peu de marge en haut, en bas, à droite, à gauche, au cas où eux, ils veulent, je sais pas, bouger les trucs à leur Alors là, manière. pour le coup, non, j'ai vraiment fait ça sur la dimension finale 16/9. Ok. J'ai pas. Je crois qu'il y a peut-être il y a une partie, la partie où le personnage est zoom. Enfin, c'est un close-up du personnage avec les papillons qui sont l'ombre des papillons. Là, j'ai dû leur donner un peu plus de matériel parce qu'ils voulaient un petit peu plonger dans le personnage. Mais sinon, non, j'ai tout fait au format. On s'était mis d'accord, donc en fait, il n'y avait pas de. Ça marche. Au niveau de tout ce qui est animation, on a pu voir aussi sur ton site des emojis animés. Ouais. C'est toi qui les as fait, ceux-là ou Non, ça c'est pas moi, parce que moi j'ai fait une tentative d'animation. J'aime bien l'idée d'animer, mais j'ai pas du tout la patience d'animer, ni même, les capacités de faire ça bien. Faudrait que je mette tout mon temps et mon énergie là-dedans. Mais non, là c'était aussi avec un autre animateur, Stefano. Je vais te confirmer le nom. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a quand même assez longtemps, parce que c'était un des. Mais il est super, il est très talentueux. Il a bossé avec moi sur ça. C'était des stickers pour YouTube. Et ça, c'était très cool. Je trouve ça génial d'avoir mon travail animé. En fait, ça amène toute une autre dimension, ça donne de la vie. Et tu vois, là, depuis que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'animations avec Lobster, et ça a même un peu changé ma façon pas d'illustrer, mais du coup, je visualise encore plus mes personnages en mouvement. Je les ai toujours vus en mouvement parce que elles sont assez, il y a toujours une notion de mouvement dans mon travail, je trouve, de manière générale. Mais en voyant de plus en plus de mes personnages animés, ça me donne, c'est comme si ça m'avait rajouté une visibilité sur elles et sur leur monde autour, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça trop cool. Et pareil avec la 3D, en fait, en voyant mes personnages en 3D, ça m'a fait les rendre encore plus, je trouve, voluptueuses ou voilà, avec cette notion de volume. Tu vois, moi, j'adore, pareil que toi, l'animation image par image, mais dès que je me dis que je vais essayer d'en faire, il y a ce manque de touches d'illustration. Tu vois, moi, je sais pas dessiner. Tu me donnes un corps de face, de me dessiner de profil, c'est impossible. Laisse tomber. Toi qui as cette capacité de spatialisation, en tout cas et de représentation digitale, ça t'a jamais intéressé de toi-même animer, de faire du truc image par image, de l'animation image par image? Si, franchement, ça m'a intéressée. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Je voulais être dans l'animation. Ah ouais. Mais j'ai fait en fait, moi, à la base, je voulais faire Penningen pour ensuite essayer de faire les Gobelins après et de me lancer vraiment dans l'animation. Okay. Sauf que entre-temps, je me suis bien plu dans le milieu du graphisme et de l'illustration, et donc j'ai décidé de finir Penningen et de changer un peu de direction. J'ai fait un stage, un Erasmus de 4 mois à Bournemouth, où j'ai fait en Angleterre, où j'ai bossé que sur des animations, et en fait c'était trop pour moi. En fait, c'était trop de travail pour si peu de temps d'animation, et donc j'ai trouvé ça frustrant. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, et j'ai fait des tentatives d'animation moi-même, mais en fait, là, maintenant, je pense que j'ai tellement de visibilité sur d'autres animateurs qui font un travail de ouf que j'ai du mal à me dire oui, vas-y, continue. Tu vois, quand en fait j'ai accès à des
des collaborations qui font que le travail est 1000 fois mieux et beaucoup plus rapide. Mais je ferme pas la porte à l'idée de, un moment, peut-être vraiment me donner le temps et l'énergie pour essayer de m'améliorer là-dessus, parce que je trouve que c'est très, très satisfaisant aussi d'animer. Frustrant et satisfaisant en même temps, je pense que vous devez connaître. C'est vrai que c'est hyper chronophage, quoi. T'as un peu... Enfin, je sais pas si c'est vraiment très comparable avec la 3D, mais t'as plein de passes quand même. Tu vois, la 3D, tu vas avoir modélisation, texturage, lumière, rendu. Et en animation, bah, t'as le RAW, après t'as la ligne, le cleaning, les couleurs. Et tu repasses 4-5 fois sur le même passage. Ouais, mais même after, hein. En vrai, même after, je donne des cours et je vois la désillusion dans les yeux des gens en général. Au début de l'année, ils sont très contents, super intéressés par le motion, on va faire des trucs qui bougent et tout, c'est trop bien. Et après, on commence à rentrer dans after et pour chaque mouvement, il faut poser une image clé. Et ensuite, chaque image clé, il faut la travailler. Enfin, c'est aussi beaucoup de temps, moins que pour du frame by frame. Enfin, et encore, ça dépend pourquoi. Mais ouais, ça prend du temps. Non, c'est du temps. Après, j'aime bien. C'est un peu pareil que tu vois, que de refaire de la peinture, etc. En fait, j'aime bien aussi. Moi, j'ai tendance parfois à travailler un peu trop vite. Enfin, j'aime bien aussi le fait que les choses puissent prendre du temps. Je pense que c'est une bonne leçon de vie aussi, et que pas tout doit être fait directement, parfaitement, le plus rapidement possible. Et l'animation, quand j'en ai fait, ça m'a apporté un peu ce côté un peu plus calme, à vraiment réfléchir à ce que je voulais faire et à quoi ça allait ressembler. Et j'ai bien aimé cette approche-là. Donc, c'est pour ça que je garde un intérêt. Par contre, la 3D, c'est mort. J'ai essayé, non, mais c'est horriblement difficile. Enfin, vraiment, mais j'avais honte, quoi. J'ai fait une tentative d'un truc, mais c'était tellement moche. Donc, du coup, et ça m'a pris tellement de temps en plus. Donc ça, pour le coup, c'était que frustrant. Ça m'a pas apporté plus. C'était que de la frustration. Donc, ouais. Avec toutes ces collaborations que tu fais, comment ça se passe au niveau financier? T'es pas obligé de répondre si t'as pas envie, mais comment ça se passe au niveau de la transaction financière, tout simplement? Alors, ça dépend. Il y a alors, forcément, toutes les collaborations qui sont faites avec des clients, c'est des collaborations qui sont rémunérées. Avec mon designer 3D, c'est rémunéré parce que, voilà, on a fait des collaborations au départ pour le plaisir de collaborer, pour l'envie de tous les deux d'avoir des nouveautés sur notre portfolio. Mais par contre, très rapidement, c'était complètement normal que moi je le rémunère, parce que j'obtenais un fichier qu'après moi je pouvais utiliser de plein de manières différentes, notamment pour y créer des sculptures. Et l'animation, alors c'est un peu pareil en fait. Ça dépend si c'est pour un client ou non. Là, avec Lobster, c'était vraiment pour l'envie de rajouter quelque chose sur notre portfolio. C'est pour ça qu'on en a fait quelques-unes au départ. Des animations plus courtes, en fait, des looping animations de genre 3-4 secondes. Et ensuite, pour l'expo, c'était pas non plus rémunéré parce que c'était pour un projet commun. Mais par contre, globalement, la plupart du temps, les collaborations, c'est quand même rémunéré parce que c'est du temps demandé. Donc voilà. Donc en fait, ça dépend de comment. Ça dépend de l'approche aussi. Moi, quand Lobster est venu me voir pour collaborer, du coup, c'était plus logique que ça se fasse sous juste le fait que ce soit une collaboration ensemble. Okay. Mais voilà. Après, ça dépend. Tant que c'est clair dès le départ avec la personne, c'est à toi de voir dans quel contexte tu collabores. Mais voilà. Moi, c'est comme ça que ça se fait. Ok. Ouais, c'est bien c'est intéressant de voir que enfin, comment dire, ça se fait aussi, quoi. C'est pas, c'est sur une relation de confiance aussi. Ouais, voilà. Et d'envie d'intégrer le talent de l'autre, en fait, de créer quelque chose qu'on pourrait pas créer seul. Je pense qu'il y a beaucoup cette envie-là dans les collaborations que je fais, où en fait on est limité et donc on veut se donner l'opportunité d'explorer quelque chose de différent.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un de tes clients tombe sur une version animée de ton illustration et que ça prolonge après en projet client avec Lobster? Ouais. Ok, Et ça, trop c'est bien. trop cool. Ouais. Ouais. C'est à ça que ça sert finalement. Ouais. Bah oui, parce que Ce du coup, en fait, truc-là. tu mets ça en avant, tu dis, moi, et c'est vrai que moi, maintenant, quand il y a un client qui est intéressé par l'animation, je vais vraiment demander à ce que l'animation soit faite de mon côté. À moins qu'ils aient vraiment une équipe avec eux, bien sûr, et auquel cas. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences où, en fait, bah, l'animation, elle n'était pas vraiment, elle marchait pas tellement bien, j'avais pas vraiment un œil sur la production, et donc, en fait, ça ressemblait pas trop à ce que j'aurais voulu, etc. Donc du coup maintenant quand il y a une demande d'animation, je propose toujours qu'elle soit faite de mon côté, enfin Ok. avec mon équipe. Et pareil avec la 3D. Ouais. Ok, cool. Mm. Cool. Est-ce que le trajet inverse est déjà fait aussi? Lobster, un des clients de Lobster qui a kiffé le style d'illustration et qu'après on fait appel à toi? Ça n'a pas encore abouti à un projet, mais il y a eu des demandes, des propositions de projets, des pitches de projets où du coup ils ont mis mon travail en avant. Et Ok, trop bien. donc c'est cool parce que du coup c'est un peu ça aussi. Voilà, c'est comme tu dis, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est qu'on s'entraide aussi à bosser sur d'autres projets qui sont là-dessus. Moi j'adore l'animation, donc j'aimerais bien continuer à bosser là-dessus, sur des projets qui sont animés. Ok. Ce que tu fais aussi, c'est que t'as un shop en ligne où tu vends tes illustrations. Du coup, tu as tout le circuit via tes expositions où là, c'est des originaux, du coup, j'imagine, qui sont proposés. Ouais, des originaux, ouais. C'est quoi un peu la répartition de tes revenus entre les projets clients, ton shop, un peu tout ça? Comment ça se partage? C'est encore quand même principalement les projets clients qui font que financièrement qui m'apportent une stabilité financière, mais moi je travaille quand même sur cette envie d'avoir aussi ma boutique en ligne qui puisse aussi prendre une bonne partie des revenus. Alors ça marche bien, et surtout quand j'y mets de l'énergie et du temps, c'est un revenu qui est intéressant, qui n'est pas négligeable tous les mois. Mais c'est vrai que c'est pas encore au point où je pourrais vraiment faire que ça. Et d'ailleurs, j'aurais pas envie de faire que ça parce que j'adore et le côté commercial et le côté plus artistique et boutique en ligne. Mais voilà, c'est une partie de mon revenu, mais principalement ça reste quand même les projets clients qui m'amènent le plus. Okay. Et tout ce qui est expo, et les expos, c'est toujours un peu un gamble parce que tu passes beaucoup de temps et tu sais pas trop ce que tu vas obtenir derrière. Mais en fait, ce que je réalise, c'est que les expos sur lesquelles j'ai travaillé, elles m'ont surtout, au final, apporté des projets, des commissions, des projets payés. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, tout d'un coup, tu montres ton travail d'une différente manière et tu peux, du coup, proposer de faire plus, par exemple, des installations, des figurines, mais pour des clients, pour des marques. J'avais fait un pitch. J'étais tellement triste de pas l'avoir eu celui-là, mais c'était un pitch pour une énorme figurine qui aurait été dans un immeuble en fait qui n'était plus utilisé à Oxford Circus. Donc, mais en fait qui était entre deux locations, et l'espace a été libre pendant quelques mois. Mais ça, tu vois, même le fait de pouvoir pitcher là-dessus, c'est parce qu'ils avaient vu mon travail de 3D, de figurines, et ils ont pu imaginer ce que ça pouvait être. Donc ouais. Ça ouvre des portes quand même. Mais du coup, t'es pas rémunéré pour l'expo en tant que telle. Tu t'es rémunéré après pour les œuvres qui sont vendues, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc voilà, moi je produis rien, donc je mets rien de mon côté, mais par contre je suis pas payée pour la production de mes travaux. En tout cas, je l'ai pas été dans ces derniers cas. Et c'est plutôt la vente des œuvres et ou les potentielles opportunités que tu obtiens de cette expo-là. Ah ouais, j'imaginais pas du tout ça comme ça. C'est marrant. Je pensais que c'était après, c'est peut-être différent. Que tu vois, tu serais payé pour la production en fait de tout ce qui va être exposé, et que ensuite c'est eux qui récupèrent justement les bénéfices des choses qui vont être vendues, tu vois. Mais bon, c'est peut-être con quand même.
Non, c'est pas con. Bah, je sais pas comment ça se passe pour d'autres artistes. Je crois que je crois quand même que c'est quand même plus normal que ce soit la façon dont ça a été fait avec moi, mais je sais pas exactement. Par contre, c'est différent quand des galeries. J'ai aussi beaucoup de galeries et de boutiques qui me contactent pour acheter le travail wholesale. Et ensuite, eux, donc là, ça se fait de cette façon-là, en fait. Eux te payent pour les produits, et ensuite, ils revendent derrière, et ta rémunération s'arrête là. Ok. Où est-ce que je vais, là? Où est-ce que je vais dans mon petit conducteur? On n'a pas trop parlé de la vie à l'étranger, si jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vrai. disais que ça fait 13-14 ans que tu vis à Londres. Ouais. Comment ça s'est fait le départ vers Londres? C'était une envie précise ou c'était une opportunité qui s'offrait à toi? Non, c'était une envie précise. En fait, moi, j'ai vécu à Londres quand j'étais petite. On a bougé quand j'avais 4 ans et j'ai vécu à Londres jusqu'à mes 14 ans. Et ensuite, on est rentré sur Paris. Je suis restée sur Paris pendant 7 ans, je crois. Mais j'avais toujours cette envie de revenir à Londres parce que c'est une ville que j'adore. Et j'avais été très triste de partir, même si je m'étais fait une super vie à Paris. Je rencontrais des amis qui étaient des amis pour la vie, etc. C'était une super expérience, mais j'avais envie d'y retourner. Et puis moi, ma famille, ma sœur habitait à Londres, mon père avait déménagé là-bas aussi. Donc en fait, j'avais de la famille ici. Et j'avais aussi mon copain qui est maintenant mon mari, qui est anglais. Et donc du coup, j'ai rebougé après mon diplôme. Et ouais, j'y suis depuis 2012. Et là, je repars dans un mois après 13. Ouais, bah du coup après 13 ans, je fais un retour en France. Donc ouais. Donc j'ai toujours été entre les deux, quoi. T'as dit t'es parti à l'âge de 4 ans jusqu'à 14 ans quand t'étais jeune, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, je sais pas, est-ce qu'on parle déjà à 4 ans? Je sais plus. Oui, je sais pas si on parle déjà. Oui, tu parles. Bah, okay. Oui, tu parles. Tu parles, mais non, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout cette notion d'avoir appris l'anglais. Pour moi, j'ai aucun souvenir d'apprentissage de la langue. C'est juste quand j'avais 10 ans, je pouvais parler les 2 langues. J'ai fait une école française, mais par contre, j'étais imbibée d'anglais, donc ouais, ça c'était vraiment un avantage. Ah ouais, trop bien. Okay. Parce que t'as un de tes parents qui est anglais ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, ils sont tous les 2 français, mais en fait, on a bougé pour le boulot de mon père. D'accord. Et en fait, toute la famille a vraiment adoré Londres. On était tous un peu tristes de rentrer, et donc graduellement, certains ont fait leur retour. Et donc là, mon père et mes frères y vivent, et ma sœur maintenant est partie à Hong Kong. Mais ouais, donc ouais, c'est une ville que vraiment j'adore. Je suis triste de la quitter, mais j'ai aussi un peu cette envie de retourner un peu dans mon pays aussi, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et j'avais jamais eu cette envie-là, mais je pense que j'ai eu mal au, et tout d'un coup, je sais pas, c'est bizarre, mais je me suis sentie prête pour un retour. Ok. Et ton fils, du coup, il parle français ou plutôt anglais, ou un peu des deux? Alors, et c'est assez drôle. Il parle pas, tout simplement, mais il est petit, mais par contre, il commence quand même à comprendre. Moi, je lui parle que français, et son père, il lui parle que anglais. Sauf que récemment, je lui fais la langue des signes aussi, le bébé, qui fait très bien. Et donc, du coup, on communique comme ça. Et moi, à chaque fois, je lui dis le mot en français, parce que voilà. Et mon mec, il le fait pas trop. Enfin, voilà. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire, alors Malo, tu veux encore, en faisant le signe. Et tout d'un coup, il se retourne et il me dit, more. Et je suis genre, en fait, tu parles anglais, quoi. Juste, je me suis trompée de. Et donc, en fait, il dit pas mal de mots il commence à dire des mots en anglais, là. Donc, gros échec de ma part de pas avoir gagné la bataille des langues. Au moins, même s'il a des notions dans les deux, c'est déjà bien. Franchement. Je rigole, je suis vraiment ravie. En plus, vu qu'on retourne en France, je suis contente qu'on pousse le côté plus anglais pour qu'il soit pas, voilà, mais pour qu'il soit bien équitable. Mais ouais. J'aurais adoré
J'aurais adoré avoir une enfance comme ça. Un de mes deux parents qui parle anglais. C'est un avantage de fou dans la vie de commencer avec ça. Ouais. Oui, non, c'est vrai que j'avais vraiment envie qu'on fasse ça bien et je veux vraiment que Malo il soit imbibé et dans la langue, mais dans la culture des deux, quoi, qu'il soit enrichi des deux. J'ai mon père qui est d'origine italienne et ma mère qui est vraiment alsacienne pure et dure. Et c'est un de mes plus gros regrets, c'est que mon père n'ait pas plus poussé le côté italien, parce que j'aurais trop kiffé, quoi. J'aurais trop kiffé. Tellement plus dur d'apprendre une fois que t'es adulte, quoi. Ouais. C'est sûr, c'est vraiment plus difficile et moi, c'est vraiment un avantage que j'ai eu en grandissant de pouvoir parler anglais si facilement et je trouve que ça m'a donné beaucoup d'opportunités et même, en fait, j'ai vraiment adoré l'expérience de vivre dans un autre pays en étant jeune. Et je trouve que surtout un pays comme l'Angleterre et une ville comme Londres qui est très, très ouverte, très multiculturelle, je pense que ça m'a vraiment apporté cette ouverture d'esprit, j'espère. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais donner aussi à Malo, c'est sûr. Au niveau des... Vas-y, Emeline. Pardon. Du coup, au niveau, justement, le fait que tu parles très bien anglais, je pense que pour toi, ça a été un avantage aussi dans le boulot, puisque, si je comprends bien, la majorité de tes clients, c'est soit des anglophones, soit des clients étrangers qui, du coup, vous communiquez en anglais, quoi. Ouais, c'est sûr que ça m'a donné un avantage au départ, parce qu'effectivement, mes clients sont beaucoup... Alors, j'ai beaucoup de clients français, mais quand même aussi américains et anglais. Donc ouais, ça aide d'avoir cette deuxième langue. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, Vas-y. Non, je t'en prie. Non, je disais, c'est marrant, mais en fait, j'ai tellement parlé anglais, j'ai tellement bossé en anglais que, en fait, parler de mon travail en français, ça a été un peu un challenge aussi. J'ai fait un talk pour Adobe à Paris il y a 3 semaines. Mais j'étais pas bien parce que j'ai fait pas mal de conférences, donc je suis quand même plus ou moins à l'aise, même s'il y a encore une partie en moi qui déteste parler en public, mais en fait, c'est quelque chose auquel je me suis habituée. Mais là, j'avais l'impression d'être une petite fille, quoi, d'être toute timide, de pas savoir quel mot utiliser. Et c'était vraiment un challenge. Donc, c'est pour ça qu'il est temps que je rentre en France pour que je puisse parler convenablement français. Ça s'était bien passé, d'ailleurs, le talk. Ouais. Non, ça s'est super bien passé. Et puis, en fait, ça m'a vachement touchée parce que c'est la première fois, du coup, donc, que je faisais ça en France, à Paris, quand même ma ville natale. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui sont venues me parler après et qui étaient contents que je sois venue à Paris. Et en fait, ça m'a un peu... encore une fois, ça m'a un peu fait réaliser que j'étais quand même partie depuis assez longtemps et que c'était cool de revenir un peu et de reconnecter avec mon audience qui est française et qui... Ouais, donc ouais, et là, j'ai un truc confirmé qui sera à Paris aussi l'année prochaine, qui sera aussi un talk, donc ça c'est cool. Allez, trop bien. Cool, oui. cool. Est-ce que tu ressens par rapport à la clientèle, est-ce que tu ressens une différence au niveau de la gestion des projets entre les clients français et les clients anglais, états-uniens, américains? Est-ce qu'il y a une différence notable? Ouais, je trouve que dans la démarche, les clients français, je trouve, sont plus straightforward, comme tu dis, sont plus direct. Ils ont droit au but, direct. C'est assez. Je trouve que le processus est assez simple. Alors, je pense aussi que c'est parce que mon agent français est particulièrement efficace, Morgane, si tu m'écoutes. Elle est très, très, elle est au top. Elle gère vraiment bien ses projets. Elle est très claire dans ses briefs, etc. Donc, en fait, les retours sont ultra efficaces. Anglais, c'est un peu plus, tu tournes quand même un peu plus autour du pot. C'est un peu tout ce truc de oh, it's so great, it's so amazing, I love it, but et ensuite t'es genre ok. Et t'as bien voilà, c'est un peu moins direct. Américain, j'arrive pas à suivre, c'est toujours tellement intense, que ce soit bien ou en général en bien quand même, mais c'est tellement intense que je suis toujours là genre je sais pas quoi répondre à ça, donc je vais juste laisser mon agent répondre.
Ok. Et j'ai eu une expérience aussi assez drôle j'ai eu un premier projet avec un client chinois. Et mon agent en Chine, là, pour le coup, ils ont signé le mail en disant Yeah, thank you so much. This looks so amazing. Thank you. I love you. Ah ouais. Ah yes. Je crois que c'est la première fois qu'un client me dit qu'il m'aime. Donc, super. Génial. Vraiment, j'adore. Donc, voilà. Comme quoi, il y a des différences un peu. Incroyable. Et du coup, tu as un agent par pays ou par zone géographique Pas exactement. J'ai un agent français donc que j'ai depuis le départ, l'agence La Suite, qui donc s'occupe que des projets sur le territoire français. Ensuite, j'ai un agent anglais qui s'occupe aussi des projets américains. Et récemment, j'ai signé avec un agent chinois et donc qui s'occupe de ce marché-là. Donc j'ai beaucoup d'agents. Trop bien. Il y a un... Enfin, c'est peut-être une question con, mais il y a un vrai marché en Chine. Enfin, comment dire ça? Tu as du succès en Chine, quoi. Alors, il y a un énorme marché dans l'illustration parce qu'en fait, l'illustration, elle est encore plus... elle est encore plus centrale dans le quotidien, dans le packaging, il y a beaucoup d'installations dans les grands shopping malls et tout ça. Donc, il y a un grand marché. Et écoute, mon travail a l'air de plutôt plaire pour le moment, donc j'espère que ça va continuer. Mais ouais, mais c'est tout un autre monde, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant d'y mettre le pied. Mais... Carrément. Ouais. Tes expos, elles tournent toujours d'ailleurs, ça tourne pendant combien de temps là-bas, une expo? Écoute, là l'expo, il y a une expo là qui est une expo groupée avec 3 autres artistes de cette galerie qui est à Chengdu jusqu'à mars. Et après, je sais pas exactement où ça va continuer, mais en fait, je les laisse un petit peu gérer cette partie-là, mais c'est cool de savoir que ça continue, quoi, que ça bouge. Mais donc ouais. Ok. Donc ouais, toujours d'actualité. Est-ce que au niveau de la répartition des projets pro et perso, dans le podcast sur On Design, tu disais que tu essayais de maintenir la barre un peu à 50-50. Est-ce que tu arrives à garder un peu cette répartition-là? Ouais, plus ou moins. En fait, c'est surtout... Je pense que c'est... Moi, j'aurais du mal à faire que l'un ou que l'autre parce que les deux m'apportent vraiment beaucoup. Les projets commerciaux, déjà financièrement, ils m'apportent une stabilité, mais en plus, j'aime bien en fait cette relation avec le client. J'aime bien ne pas être seule dans ces projets-là, de collaborer avec des équipes et tout, de voir le résultat final, de voir comment ils ont intégré mon travail avec leur marque ou etc. Mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour les projets personnels et les projets plus de passion parce que ça me fait développer mon style, ça me fait évoluer, ça me fait grandir et puis ça me pousse un petit peu à tenter d'autres choses. C'est dans ces moments-là que je fais de la 3D, enfin que je bosse avec je fais des collabs pour de la 3D, pour de l'animation et tout, pour des expos. Et voilà. Et en fait, c'est 50-50 au final. Après, il y a des périodes où je vais que bosser sur des projets commerciaux parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de demandes et donc j'y vais à fond. Et puis il y a des périodes où les projets commerciaux sont complètement en stand-by. Et donc dans ce cas-là, j'aime pas être inactive. Donc je vais juste me motiver à bosser sur des trucs pour moi, à bosser sur des nouveaux produits ou des nouvelles séries ou un petit peu essayer de voir où j'en suis sur mon portfolio et comment l'améliorer. Et du coup, tu as beaucoup de choses que tu ne publies pas, du coup, j'imagine, sur les réseaux, que tu fais de ton côté, tu publies pas forcément. Pourquoi? C'est parce que ça correspond pas justement à entre guillemets, la ligne édito du compte ou c'est juste que tu n'as pas envie Non, en général, c'est ça. Alors parfois, c'est juste que le résultat, malheureusement... ça, c'est des projets clients, n'a pas forcément abouti à quelque chose que j'aimais assez pour mettre en avant. Mais la plupart du temps, c'est plutôt ça, c'est cette ligne éditoriale qui en fait
il faut mettre beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps là-dessus parce que je réalise l'impact que ça a quand je poste certaines choses sur mon compte Instagram. En fait, vraiment, ça a un impact sur le type de projet que j'obtiens. Et donc, mais si je poste trop de trucs perso, trop sur la nudité, trop sur, c'est vrai que ça peut effrayer un petit peu les projets clients. Et un peu parallèlement, si je fais que du commercial, ça enlève un petit peu de cette notion plus artistique de mon travail. Donc, il faut vraiment trouver un bon équilibre sur ce que tu montres et comprendre en fait l'impact que ça a sur les projets et les collaborations que tu vas avoir dans le futur. Oui, parce que Instagram pour toi est quand même très important dans le. Enfin, ça t'apporte quand même beaucoup, j'imagine. Oui, ça m'apportait beaucoup plus avant quand c'était une plateforme qui était en fait beaucoup mieux parce qu'en fait ton travail il était vu par les personnes que tu suivais et c'était beaucoup plus fluide, alors que maintenant c'est un peu plus compliqué de percer. Tu dois faire beaucoup de choses pour que ton travail soit vu et en fait mais après voilà, Instagram c'est une application qui est gratuite, mais en fait c'est pour moi ça devient de moins en moins une application gratuite pour moi, pour mon utilisation, parce que si je veux que mon travail il soit vu par mon audience que j'ai obtenue toute seule comme une grande, en fait maintenant il faut payer pour que ton post soit boosté et qu'il soit en fait vu par les bonnes personnes. Donc c'est plus une application gratuite pour moi. Donc après voilà, c'est. Ouais, puis même en temps investi, c'est aussi de l'investissement. Enfin, c'est pas de l'argent en tant que tel, mais c'est quand même du temps, quoi. Oui, c'est du temps, bien sûr, parce que vu qu'il y a tellement une poussée sur les reels, les vidéos, tout ça, se mettre en avant, montrer son visage, tout ça, c'est. Alors après, tu suis ou tu suis pas. Hein, je respecte totalement les personnes qui décident de pas le faire, et moi, je le fais à petite échelle. Mais en fait, c'est juste ce qui est devenu l'application, c'est qu'il faut suivre les nouvelles règles qu'ils ont mis en place. Ouais. J'ai vu une dinguerie. Ils ont fait une nouveauté là dernièrement où tu peux mettre un Reels en mode essai. Ouais. J'ai vu ça aussi. Comment ça? En fait, genre, ça le montre en fait que aux gens qui te suivent pas, en test, tu vois. Et si le test est concluant, tu peux le publier normalement du coup. C'est catastrophique. Pour tester en fait si ton reel. Pour tester en fait si ton reel. Mais en fait, ce qui est catastrophique, c'est que ça peut vraiment avoir un impact sur toi, comment tu vois ton travail. Moi, je suis vraiment sortie, je pense, de tout ça. Où j'ai une relation maintenant avec cette application, avec les réseaux sociaux qui est complètement différente. En fait, je m'en fous. Vraiment concrètement, je m'en fous. je m'en fous parce que je me suis tellement prise la tête. Parce qu'en fait, vu que moi, j'étais là il y a 10 ans quand j'ai commencé et j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait avoir sur mon travail, tout le travail que ça pouvait me donner. Et donc, en fait, je cherchais en fait à maintenir ça. Parce que je voyais pas en fait que l'application changeait, et donc je me disais mais ce post il a pas marché, mais en fait ce travail-là il est pas bien, il est pas assez bien, tu faisais mieux avant. J'ai commencé à me retrouver dans des scénarios de vraiment, ça m'impactait ma santé mentale, comme celle de beaucoup de personnes, je pense, de créatifs, a pris un peu un coup, et ensuite j'ai compris que c'était en fait un petit peu hors de mon contrôle, que c'était plus quelque chose, que c'était plus la même application. Et surtout qu'il fallait que j'arrête de donner autant d'importance à un algorithme qui travaille pas forcément pour moi. Donc j'ai changé complètement ma façon de. Si tant que mes potes aiment mon post, tant que les personnes que j'aime bien et dont le travail dont je suis admiratrice du travail aiment, ça me suffit, quoi. Carrément. Parce que c'est plus la même chose. Je trouve que ce nouveau truc là, ça pousse encore plus vers une obsession des chiffres. C'est dingue. Ouais. Et puis surtout, imagine en fait ton reel, il est super, mais toi, moi je pense qu'il faut juste aimer son travail, être fier de son travail et le mettre en avant, et ça s'arrête là.
Ouais, Si clairement. tu commences à te focaliser sur toutes les personnes qui n'aiment pas ton travail, mais mon Dieu, mais je serais jamais devenue illustratrice. Ouais. J'ai totalement cette connaissance que mon travail, il est apprécié par une partie et il n'est pas apprécié par d'autres. Et heureusement, c'est normal. C'est l'art, c'est le métier créatif, ils sont comme ça. Ouais. Mais si tu te Ça focalises sur la partie... Exactement, ça va encore plus nous enfermer dans une bulle bon ben tout le monde aime, Ouais. voilà, il y aura pas d'originalité, tout le monde va aimer un truc et puis tout le monde va faire la même chose parce que c'est ce qui marche ou c'est ce qui est populaire ou c'est ce qui est poussé, enfin je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout la bonne direction à prendre. Ouais, clairement. Ouais, j'étais sur le cul. Ah ouais, non, je connaissais pas cette option. De toute manière, ça vient de sortir, là. Je l'ai vu il y a quelques jours. Je pensais que c'était toi, José, qui l'avait partagé, je sais plus. Ah non. Quelqu'un l'a partagé quelque part dans un de nos groupes et je sais plus. on enregistre ça mi-décembre, hein, si jamais nos auditeurs écoutent ça un peu plus tard, en mode quoi, ils découvrent à peine ça maintenant. Pour la recontextualisation. C'est toujours bien de préciser. Comment tu fais, toi, pour te réinventer, un peu stimuler justement ta créativité quand, je sais pas, quand les temps sont un peu durs, quand il pleut dehors et que t'as pas le moral, ou justement tu aimes la pluie et il fait 30 degrés. Non, je n'aime pas la pluie. Je fais vraiment des pauses. En fait, j'ai assez rapidement compris que quand je suis en phase non créative et où j'ai pas d'inspiration, ça sert strictement à rien que j'essaie de créer quoi que ce soit parce que je suis pas dans le bon état d'esprit. Et même si je réussissais à créer quelque chose de bien, je le verrais pas comme bien parce que je suis grumpy avec moi-même et donc du coup j'ai pas envie de, j'ai pas le bon œil. Donc je fais des pauses vraiment. Je sors, je fais des choses pour moi. Je vais m'inspirer, je vais voir des expos. Mais j'essaie de faire quelque chose où je mets la partie créative de mon cerveau en pause, en stand-by, et ça me fait beaucoup de bien. Parce que parfois les phases sont longues, hein, donc c'est un peu flippant. Tu te dis mais ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas du tout envie de dessiner. Qu'est-ce qui se passe? Mais en général, ça se suit par une phase très créative, donc ça marche. En tout cas, ça marche pour moi. Ouais. Ok. Et t'as pas un peu cette crainte de perte de contrôle de ton énergie créatrice Si, mais en fait. Elle est toujours lâcher revenue, prise, donc j'ai cette notion qu'elle revient, et donc du coup en fait maintenant je suis un peu plus sereine quand vraiment je décide de rien faire, de rien créer pendant des périodes plus ou moins longues. Je me rattache à l'idée, à la notion que ça va revenir, mais oui, c'est toujours un petit peu. En fait, cette partie-là, j'ai assez confiance en mon inspiration, en mon envie de dessiner. Donc ça me fait moins peur. Par contre, ce qui fait peur, c'est quand les projets clients disparaissent pendant des longues périodes, ce qui arrive. Et là, c'est difficile parce que se convaincre que tu fais toujours partie de leur illustrateur de référence ou de personnes qui peut être embauchées, c'est un stress parce que parfois il y a des périodes qui sont vraiment très creuses. Surtout, je trouve ces 2 dernières années, le marché a quand même pris un coup, et donc ouais, c'est difficile à gérer. Mais il faut avoir confiance en soi, en son travail, et puis utiliser ces périodes pour justement en fait un petit peu progresser dans son style, ne pas se laisser morfondre à se dire que je pense qu'il c'est bien d'être dans la voilà, tout est fini, je suis terminée, mais non, être dans l'action, se laisser l'opportunité de prendre une pause et ensuite revenir à la charge, quoi. Ok. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est les métiers passion, comme on les appelle, tu vois, où on est, ça nous stimule, tout ce qui est créativité, ça nous stimule, on voit de la créativité partout. Là, devant moi, j'ai les shredders de papier, là, j'ai juste envie de tous les recoller ensemble et de faire une sculpture. Mais,
Ça va passer par quoi tes temps de pause tu vas les occuper comment? Par plus de la lecture, par le sport, je sais pas, par Oui, comment tu vas alors occuper ce temps? le sport a pris un petit coup depuis quelques mois, mais je vais reprendre le sport comme tout le monde en janvier après avoir passé Voilà. voilà, mes quelques mois à bouffer du chocolat. Oui, alors oui, le sport n'empêche, oui. La lecture, les jeux vidéo, moi j'adore. Ah oui. J'aime Ok. beaucoup jouer et ça c'est vraiment le truc. Ça et la lecture c'est vraiment la chose qui me fait. Je peux avoir tous les soucis au monde si je commence un bon bouquin ou que je joue à un jeu qui me plaît, ça va complètement disparaître de mon esprit. Donc ça m'aide beaucoup. Et après, ouais, en fait, se laisser le temps d'être réinspiré, que ce soit voilà en allant voir des travaux, en écoutant de la musique, encore une fois voilà en lisant un livre. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, donc du coup ça m'inspire aussi Ah beaucoup dans oui, mon travail, clairement. donc ça m'aide. Et après aussi quelque chose que j'aime bien faire, mais d'ailleurs que j'ai pas fait depuis un petit moment et j'aimerais le refaire, c'est bosser avec des charités, avec des organisations de non-profit, parce que c'est des projets qui ont toujours des messages enfin, quand je choisis celles qui me conviennent, hein, des messages qui me tiennent à cœur. Et en général, c'est là où je fais du bon travail. Enfin, du coup, l'inspiration est vraiment là. Et donc, moi, ça m'aide aussi un petit peu à recréer des choses dont je suis vraiment fière. Et Ok. pour le contenu et pour l'usage. Et Ouais. ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Et je le faisais énormément. Et c'est vrai que cette dernière année, je l'ai moins fait et voilà, j'aimerais bien rebosser sur ce genre de projet parce que ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Ok. Et voilà, donc s'il y a des petites charités qui veulent bosser ensemble, je suis preneuse. J'en ai Génial. une déjà pour l'année prochaine, mais Ah, j'aimerais bien en le refaire message est quelques-unes. passé, hein, Le message est carrément. passé. Est-ce que toi, à titre personnel, tu fais partie d'associations Alors, dans les valeurs qui te plaisent? je fais pas partie dans le sens où je suis pas bénévole dans des associations. Par contre, je donne beaucoup aux associations qui me tiennent à cœur. J'ai aussi beaucoup donné à Women's Aid à travers ma boutique en ligne, où en fait une partie des revenus étaient, étaient transférés à cette association. Mais Ok. encore une fois, c'est aussi quelque chose où je, je commence à avoir cette envie d'en faire partie un peu plus, de manière un peu plus proche. Ah, d'être Donc, plus impliqué peut-être dans d'être les. plus impliquée, ouais, ouais, Ouais. ouais. Je pense que c'est particulièrement parce que c'est vraiment déprimant en ce moment. Depuis Mm. plusieurs années, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de causes qui commencent tu vois, enfin, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui pèsent, quoi. Oui. Et en plus, j'aime bien travailler avec sur ce genre de projet, parce que j'aime bien essayer d'y amener un peu de légèreté, mais pour faire passer un message fort et Ok. trouver le bon équilibre là-dessus. C'est pour ça que c'est des projets qui m'intéressent aussi. C'est assez challenging. Ouais, tu m'étonnes. Bah, ça Mm. rejoint clairement le côté comment un peu restimuler sa créativité quand tout le Ouais, monde va mal, essayer de se tourner oui, vers les points positifs et voir que ouais, tout n'est pas tout noir, tout rouge, tout noir. ouais. Bah, c'est ça en fait. C'est à la fois ça et puis utiliser sa voix et son style comme façon positive ou ludique de parler de quelque chose de sérieux. Mm. Moi, c'est la façon. Je vais pas commencer à faire des trucs super déprimants parce que les actualités sont mauvaises, parce que c'est juste pas comme ça que je m'exprime, même si je peux ressentir ce côté lourd de l'actualité, etc. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de l'exprimer à travers mon travail. Je veux aller vers le côté, voilà, la lumière au bout du tunnel et le côté positif, et utiliser mon travail qui est très coloré, très ludique, très joyeux, pour aussi des causes qui sont importantes et qui sont sérieuses. Ouais. Ok. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça me fait illustrer différemment aussi, parce que je dois prendre ça en compte dans mon travail. Mais en plus, c'est marrant parce que la bouche de ton personnage, c'est un cœur.
Oui. Donc il y a tout, tout qui rayonne. Moi, c'est très, l'amour. moi, c'est très vraiment, c'est vraiment beaucoup, c'est très clair, quoi. Moi, c'est très, très positif, très joyeux, très, très, très autour de l'amour enfin, voilà, de se sentir bien et d'être, voilà, de rayonner un peu ça, quoi, exactement. Ok. On parlait un peu tout à l'heure des jeux vidéo auxquels tu joues. Ouais. Tu disais aussi dans le podcast là, que je n'arrête pas de citer depuis le début que tu aimais bien les animés. Est-ce que tu en regardes encore? Alors, j'en regardais beaucoup enfin, je lisais surtout beaucoup de mangas et après, je regarde beaucoup de films d'animation et de séries d'animation, moins d'animés, mais plus d'animation. Et j'adore, je suis complètement obsédée. Là, récemment, j'ai regardé Arcane, qui est juste, Ouais. enfin, voilà, j'ai même pas de mots, c'est incroyable, tout, je pense que tu peux arrêter les épisodes à n'importe quel moment et le visuel est magnifique et la musique est trop stylée et les acteurs de voix sont géniaux et le script, enfin tout. Enfin, j'adore cette série. J'ai aussi beaucoup aimé Blue Eyed Samurai, euh, qui était sur Netflix aussi. Et ouais, j'aime bien. En fait, moi, j'adore tout ce qui est fantasy. Donc, en général, les animations, c'est quand même souvent basé sur des mondes plus imaginaires. J'ai adoré aussi forcément tous les Miyazaki, tous les films comme ça. Et c'est vrai que moi, si je décide de prendre du temps pour me détendre, en général, j'aurais envie de ne pas être dans le monde dans lequel on est. Et Oui. donc, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les livres, dans les séries, dans les films, je vais chercher quelque chose de plus imaginaire et fantasy. Ouais, clairement. Et ouais, donc c'est quelque chose que j'adore. Tu lis aussi beaucoup? Ouais, je lis beaucoup de fantasy. D'accord. Ok. En roman, quoi. En roman, ouais. Je me suis lancée je crois que j'ai commencé pendant un des premiers confinements sur une série de livres de Robin Hobb, qui est une écrivaine, super, tu connais Emeline. Et en fait, je suis tombée dans un trou depuis où je ne peux plus m'en sortir. On est beaucoup. On est beaucoup dans ce monde-là. Et en fait, enfin, pour ceux qui connaissent pas, il y a une série de 16 livres qui est dans le même monde, en fait. Oui, donc, vraiment, quand tu t'investis. Enfin, c'est pas tous sur les mêmes personnages, mais c'est dans le même monde. Et ensuite, une fois que j'ai terminé tout ça, ce qui m'a pris quand même 2 ans, je pense, j'ai découvert qu'elle aussi, elle écrivait sous un autre pseudonyme. Donc, j'ai trouvé toute une autre bibliothèque de livres qu'elle avait écrits, et dont une autre 4 livres qui étaient géniaux. Enfin, j'adore son monde. Ses personnages sont très, très frustrants. T'as un peu envie de les claquer, mais c'est super. C'est quoi son autre nom? Je sais pas si tu l'as C'est en tête. Megan quelque chose. Je te l'enverrai. C'est ma mère, en fait, qui a trouvé, Ok. qui aime beaucoup les fantasy. Ouais, elle a commencé, en fait, sous un autre nom et ensuite elle a commencé à écrire sous son vrai nom. D'accord, ok. Et voilà, ouais, Emeline qui est hooked désormais. Je t'avoue qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir du coup, parce qu'elle a aussi écrit pas mal sous cet autre nom. Ok, bah, trop cool. Voilà, je te le donnerai. J'ai encore de la place dans ma bibliothèque, c'est bon. Bah écoutez, je pense qu'on arrive vers la fin des questions un peu sur des questions qui te concernent. Enfin non, tout te concerne. Oh punaise, qu'est-ce que je suis en train sur le sujet global, quoi. Il est midi 10, je pense que là c'est terminé, hein. C'est terminé de mon côté. Le ventre écrit famine, là c'est bon. Ouais, exactement. Est-ce que tu voudrais peut-être reboucler sur un des sujets qu'on a abordé? Peut-être il y a quelque chose, un point précis qui te vient à l'esprit sur lequel tu aurais voulu amener une précision ou quoi? Pas une précision, mais c'est vrai qu'en général, j'aime toujours bien finir sur... je pense qu'on est vraiment dans un métier où toutes les personnes à qui je parle, surtout les personnes qui débutent, ont beaucoup de doutes, ont un peu de peur sur le marché et comment y arriver, etc. Et j'aime toujours juste donner le conseil de surtout se focaliser sur
sur être fier de son travail et faire quelque chose qui te plaît. Vraiment, à la fin de la journée, c'est la seule chose qui compte. Et ça, c'est ce que je retiens de mes 12 ans de freelance, c'est que la seule chose qui me tient, qui me fait tenir un cap, qui me fait évoluer, qui me fait progresser et réussir, c'est vraiment cette confiance en mon travail et le fait de faire quelque chose qui te plaît. Et si tu fais quelque chose qui te plaît pas, de réajuster un petit peu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de pas être contente de mon travail. Et tu peux toujours un petit peu changer ce que tu fais ou améliorer ce que tu fais. Mais le plus important, c'est que toi, tu passes un bon moment et que tu sois content du résultat. Donc voilà, j'aime toujours finir là-dessus. C'est important. Carrément. Est-ce que tu peux nous teaser un peu les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, qui vont sortir prochainement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je peux un peu teaser. Là, j'ai bossé avec une artiste canadienne, une musicienne, un peu sur son identité visuelle et on va lancer des produits ensemble l'année prochaine. Donc ça a été très cool parce que c'est la première fois que je travaille vraiment proche d'une artiste et où j'utilise un peu son art à elle, sa musique comme inspiration pour mon travail. Donc ça, c'est cool. Et puis sinon, l'année prochaine, écoute, j'espère qu'il y aura pas mal je me suis assez relancée sur les talks et les conférences parce que ça m'a un peu manqué, ce côté sociable, etc. Et donc du coup, j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer plein de personnes à travers différents events l'année prochaine. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'on peut citer l'artiste canadienne ou on garde ça secret? Non, on peut. Elle s'appelle Red Rosamond. Okay. Et elle a sorti un nouvel album qui est vraiment très chouette. C'est quoi comme style de musique? C'est pop, mais un peu aussi... je sais pas comment décrire. C'est pop, mais pas cheesy pop. Je sais pas comment décrire ça. Ouais, mais c'est pop. Ok. C'est pop. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous partager une œuvre récente ou ancienne qui t'a un peu inspiré, qui t'a donné envie de faire ce que tu fais, qui t'a fait réfléchir sur un sujet ou quoi? Ouais, alors en fait moi je suis très très inspirée par la musique de manière générale. C'est vraiment je mets vraiment la musique à fond. J'adore chanter. Je chante très mal, mais j'adore chanter. J'adore vraiment me mettre un peu dans le monde de l'artiste. Et donc là récemment, ces derniers mois, j'ai découvert un groupe australien punk qui s'appelle Amyl and the Sniffers. Dont je t'avais parlé, je crois, la dernière fois, José, et qui est juste la nana est complètement dingue. Elle est sans filtre. C'est une espèce de boule d'énergie et sa musique est totalement folle et elle te donne la patate et à la fois elle est aussi pas mal dans la provocation et je la trouve très inspirante en ce moment. Et j'avoue, j'écoute pas mal. J'aime bien la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Et en plus, ils ont fait une couverture pour la série Arcane. Ils ont fait une chanson pour la série qui s'appelle Heavy is the Crown. Ouais. Et j'aime bien. Ouais. Et j'aime bien. J'avoue que je l'écoute pas mal en ce moment. T'as deux versions. T'en as une vraiment plus rock et une plus un peu plus plus acoustique. Enfin, oui, parce que comment décrire ça. Celle de parce que j'ai découvert la chanson à travers Arcane et j'étais genre ouais, mais en fait c'est assez léger. Et ensuite j'ai écouté la version l'autre version et c'était plus cri métal. Ouais. Voilà. Il y a le clip aussi, si je me trompe pas, ou alors je confonds avec une autre, mais il y a le clip qui est en animation aussi. Alors mais je crois que parce qu'il y en avait deux en fait. Oui, j'ai pas vu celui de Heavy is the Crown. Par contre, pour ceux qui ont vu Arcane la saison 2, il y a un épisode et il y a une chanson de Stromae et Pomme. Ouais. Et qui a genre juste trop cartonné. Et ils ont la chanson a eu tellement de listening et c'est trop beau. C'est trop beau. Dans l'épisode, ça marche trop bien. J'ai trop eu un élan patriote quand j'ai entendu Stromae. J'étais trop contente aussi, mais grave aussi. Mais oui, parce que en plus, j'avais entendu que Stromae allait faire une chanson pour Arcane et je me suis dit,
ouf. Enfin, j'avoue, j'aurais pas mis les deux ensemble. Et donc, quand j'ai commencé à voir la scène et j'ai entendu sa voix, j'ai fait ah. En plus, c'est la meilleure scène. Ouais. C'est la scène la plus trop belle. bien. Du coup, j'écoute cette chanson à chaque fois, j'ai envie de chialer. Donc, du coup, là, Mais j'avoue, moi aussi, j'étais très, très contente que ce soit des artistes francophones qui. Bah ouais, carrément. On avait reçu une personne qui s'occupait de. Du compositing. Du compositing, oh là là. Ah. On t'embrasse, Alexis. On l'avait reçu dans un épisode et c'est vrai que c'est grandement une team française qui s'occupe de toute l'animation et tout, donc c'est. Ah, c'est trop génial, cool, je quoi. savais pas. Ah bah ça fait plaisir. Clairement. Ouais. Quelle serait ta boisson apéritive signature, un peu favorite que tu prends? Très basic bitch, je vais prendre un rosé piscine. tu peux pas faire plus basic bitch. Piscine, c'est un glaçon. En fait, c'est terrible, mais ma cousine m'a lancé là-dessus. Et à chaque fois, elle le dit avec un petit accent, un rosé piscine. C'est très basic, mais bon, généralement plutôt quand même l'été, sinon. Dans une piscine. Dans une piscine, ouais. Sinon, je suis très basique, mais le vin. J'adore le vin, donc pour commencer les festivités, c'est toujours bien. Ah là, vous allez dans la bonne région en plus, Bordeaux. Là, Bordeaux, c'est gâté là. Ouais, j'avoue que j'ai assez hâte. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier voir? Putain, chaque fois je dis voir. C'est vrai que c'est tout le temps. Est-ce que tu aimerais écouter quelqu'un en particulier sur le podcast? Et je me souviens, on en avait discuté et je n'avais pas trouvé quelqu'un pourtant, parce que tu me disais quelqu'un de francophone, et c'est vrai que je me suis surtout beaucoup entourée de personnes anglophones. Mais j'avais dit quand même Malika Favre, même si c'est bien évidemment quelqu'un que la majorité des personnes, enfin, je pense que tout le monde connaît dans le milieu créatif, mais j'adore toujours l'écouter, donc n'importe quelle opportunité pour qu'elle puisse parler un peu de son expérience est bonne. Et sinon, non, mais après il y a des artistes que je suis francophones que j'aime bien. J'ai récemment rencontré Aurélien de Maison Tangible, ouais, qui est très sympa et qui travaille là sur un jeu. J'ai pas tout compris parce que il m'en a parlé très rapidement. Je pense que c'est encore en work in progress, mais ça avait l'air très intéressant. Et donc lui, ça pourrait être chouette. Et qui d'autre j'ai rencontré aussi. Lui, on l'a déjà eu pour le coup. Ah, vous l'avez eu? Ouais. Oh, putain, merde. Saison 1, je crois. Ouais, c'était tout au début, donc franchement, ça peut être pas mal de voir aussi l'évolution. On en parlait de peut-être réinviter, voir l'évolution des invités aussi. Des invités. Au fur et à mesure. J'ai aussi une fille que je connais son travail depuis super longtemps. Sarah Boris. Elle est anglaise, mais elle parle très bien français. Ok. Je crois en tout cas, elle vit à Londres, mais et sa langue, je pense que sa langue principale c'est l'anglais, mais elle parle parfaitement bien français. Et je pense qu'elle serait intéressante à avoir parce que on en a un petit peu parlé pendant l'event. Elle est un peu dans la même dynamique que moi, où elle essaie de trouver sa place en tant qu'artiste et illustratrice ou graphiste. Et je pense qu'elle a des choses intéressantes à dire sur comment en fait percer dans les deux milieux qui sont en fait assez différents. Bah trop bien, merci infiniment Marie-Lou. Oui, c'était trop cool. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ben non, mais merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de discuter de son travail et tout, et d'échanger là-dessus. Donc merci. Si les gens sont curieux, on mettra tous les liens de tous les sujets qu'on a abordés ensemble dans la description. Et puis tes réseaux également pour ceux qui veulent aller checker ton travail, tout simplement. Ouais, avec plaisir. Donc rendez-vous dans la description pour nos auditeurs. Et là, je me suis pas trompé. Merci infiniment. On va se quitter ici. Et je suis toujours aussi nul en outro. C'est bon à savoir. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu.
Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!